Grande tribune du mercredi 28 mai 2025. Mesdames et messieurs, vous l'avez peut-être suivi. La sortie médiatique de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki continue d'alimenter l'actualité. On va donc justement essayer d'aller en profondeur sur cette question d'actualité. Affaire Mutamba, on en sait un peu plus. La commission de l'Assemblée nationale a donc auditionné le PG près la Cour de cassation Firmin Vondé et le ministre des Finances, plutôt les ministres de la Justice, Constant Mutamba. Demain jeudi, donc, cette commission va devoir rendre son rapport devant la plénière qui va devoir statuer si oui ou non Monsieur Mutamba sera donc poursuivi ou pas. Une délégation de l'Assemblée parlementaire francophone séjourne à Kinshasa. Elle a rencontré le chef de l'État, le gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement. Celle-ci est également attendue à Kigali et veut apporter donc sa pierre de contribution à la crise sécuritaire qui dérange la République démocratique du Congo. Dès le 5 juin prochain, le gouvernement congolais va lancer l'impression des passeports biométriques qui coûteront 75 $ américains et répondront aux normes de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, information de 7/7 CD. Passation des marchés en RDC, estimant que les motifs avancés dans plusieurs dossiers examinés ne satisfont pas aux exigences légales permettant de recourir à cette procédure dérogatoire. La première ministre Judith Suminwa prend donc une série de mesures conservatoires relatives au recours abusif à la procédure donc de gré à gré. Dossier Joseph Kabila. L'association des métis au Congo, ASMECO, exige un test ADN pour lever le voile sous les origines de l'ancien président qu'elle accuse de fomenter un complot d'occupation occidentale et rwandaise contre la République démocratique du Congo. Un test ADN pourrait donc résoudre ce problème sur la nationalité de l'ancien président de la République. Bon, merci bien. Alors, 3 invités sur ce plateau avec qui nous allons donc échanger, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, sur la sortie médiatique de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. On va également revenir sur cette affaire qui incrimine le ministre d'État, le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Alors, 3 invités, je l'ai dit tantôt, Monsieur Henri Tchimbalanga, analyste des questions d'actualité, journaliste également. Bonjour et bienvenue, Monsieur Henri Tchimbalanga. Bonjour Dan et merci beaucoup pour cette invitation. Je salue les compatriotes avec qui on va partager ce plateau autour de ces thématiques, ces sujets qui font la grande actualité, pour essayer de comprendre ce dont le Congo a beaucoup plus besoin en ces temps que nous courons, qui nous semble être aussi des périodes un peu comme si nous étions à la croisée des chemins, et que moi j'ai toujours considéré que c'est plus le moment de visiter ou de pousser tout citoyen congolais à beaucoup réfléchir. Parce que dans diverses réflexions de partout, alors ceux qui ont des responsabilités étatiques au niveau de la nation peuvent rassembler autant de réflexions sans tenir compte de l'origine ou des auteurs des différentes réflexions et essayer d'en trouver un assemblage. Au besoin, s'il y a des compatriotes qui émettent des très grandes réflexions, ils peuvent les faire venir et que chacun explicite ses idées, ainsi de suite. Ce ne serait pas du tout une première. Il y a une sagesse ancienne qui disait que il y avait dans un village, les gens avaient beaucoup d'haricots, mais il n'y avait pas d'eau. Alors il fallait que tout le monde, ne serait-ce que sa salive, c'est question de dire que là où il y a une difficulté, dans l'ensemble, on peut pondre une solution de par la diversité d'idées ou de réflexions. Merci bien. La diversité, donc... alors,
Maître Samuel Konko, qui est également dans la liste des questions d'actualité. Bonjour et bienvenue. Bonjour dame, bonjour. Merci encore une fois de plus de m'avoir convié à prendre part à ce plateau pour échanger sur les questions d'heure. Je profite aussi à la même occasion de saluer mes co-débatteurs sur ce plateau et à la même occasion tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Je voulais bien aussi faire une petite mise en bouche. Je ne sais pas si je peux l'introduire ou j'attends le vif du débat. Allez-y rapidement. Bon, la petite mise en bouche consiste dans les démolitions qui sont faites par l'hôtel des villes dans la ville de Kinshasa. Ici, je voulais souligner une chose. C'est vrai que l'hôtel de ville reproche à toutes les personnes qui voient leur immeuble être démoli d'avoir construit ou d'avoir érigé des bâtiments ou des maisons sur des endroits qui n'étaient pas requis conformément à la loi. Moi, j'aimerais ici souligner une chose, que l'État ne peut pas se soustraire aussi de ses responsabilités. La plupart des gens qui voient leur maison être démolie, ce sont des gens qui ont eu des documents. Et les documents délivrés par des structures habilitées à le faire sur le plan foncier. Alors, étant donné qu'il y a maintenant cette question des démolitions qui se pose, il faudra établir les responsabilités. L'État ne peut pas sortir de cette situation comme si elle était indemne et au nom du pouvoir public se mettre à démolir tout en oubliant que c'est elle aussi qui a eu à confier ou à donner des documents à tous ces occupants-là qui occupent ce lieu-là aujourd'hui, qui sont les différents lieux qui sont démolis. Alors, pour qu'il n'y ait pas abus de droit, parce que l'État, lorsque l'État agit tout en oubliant aussi certaines attributions qu'il a vis-à-vis des particuliers, parce que la propriété en soi, en droit, la propriété privée est protégée aussi par la Constitution. Elle est protégée dans notre législation. Alors, lorsque l'État veut vouloir entamer le secteur privé de quelqu'un, la loi a prévu tout un tas de conditionnalités. L'État ne peut pas venir tout simplement démolir au prétexte que les endroits n'étaient pas destinés à l'érection des bâtiments. Mais comment expliquer que les endroits qui ne sont pas destinés à l'érection des bâtiments, que les occupants puissent détenir des documents qui ont été livrés par les autorités habilitées à le faire au nom de l'État? Moi, là, je crois que c'est un abus de droit. Il est important que l'État, plutôt que de pouvoir aggraver la situation de certaines personnes en ce moment, il serait mieux, peut-être pour un intérêt général, parce que c'est vrai qu'il faut peut-être démolir, mais il serait mieux de mettre en place une commission afin de pouvoir premièrement établir les responsabilités, parce que l'État aussi ne peut pas s'en dédouaner. Merci. Et deuxièmement aussi, pour chuter par là, deuxièmement aussi, essayer de pouvoir apporter une assistance autant que possible à toutes ces personnes qui voient leur investissement s'envoler en l'air, tout simplement comme ça. Pourquoi? Parce que l'État a failli à ses responsabilités. Merci bien. Ce sujet est tellement un sujet épineux qui ne nous laisse pas non plus sans voix. Je crois que notre équipe Congo Buzz Télévision est en train de se déployer pour en savoir un peu plus et dire la vérité à tous nos compatriotes, parce que vous savez, l'une des missions des médias, c'est de dire la vérité, rétablir donc la vérité. Donc une enquête est en cours. Nous allons donc vous en donner un peu plus. Nous vous encourageons également à saisir la justice, parce que en cas d'abus de pouvoir, vous avez aussi la possibilité de saisir la justice pour que peut-être vous avez un client qui est abusé pour être rétabli dans ses droits. Alors, Maître Godefroid Ilunga, bonjour et merci également de prendre part à cette émission. Bonjour, cher Dan. Je vous remercie pour l'invitation. En même temps que je salue mes co-débatteurs qui sont avec nous, ainsi que les téléspectateurs. Mais à chaud, j'ai réagi un peu à ce que vient de dire mon estimé confrère, mon maître Samuel Konko. Ce serait plutôt l'occasion de sensibiliser nos concitoyens. Je crois que l'État a des biens, deux catégories de biens. Il y a des biens qui sont du domaine public et des biens qui sont du domaine privé de l'État. Quand vous construisez sur n'est-ce pas, les espaces qui sont du domaine public de l'État, tenez, vous pouvez voir quelqu'un qui vient, qui construit sur, n'est-ce pas, l'emplacement où se trouvaient les rails de l'ONATRA. C'est le domaine public de l'État. Vous allez construire, vous connaissez la loi. C'est que la loi dit quelles sont les marges qui doivent être observées lorsque vous êtes à proximité de rails.
Mais vous allez vous entêter. Et généralement, qu'est-ce qui se fait? Vous allez voir quelqu'un, parce qu'il est fort financièrement, il prend le luxe, parfois, de construire sur la voie publique et d'empêcher aux autres de passer. Et là, il est en train, tout simplement, de se prévaloir de sa capacité financière. Merci. Et une telle personne, vous allez dire, puisque, bon, avec l'administration que nous connaissons, il obtient les titres, les documents, et puis après il va dire non, j'ai des documents. Ces documents-là sont en droit faux, et puis ils sont nuls, d'office nuls lorsque vous construisez sur la voie publique. Le domaine public de l'État est incessible, il est imprescriptible. Vous ne pouvez pas, même si vous faites autant d'années que vous occupez le domaine public de l'État, même si vous avez des titres, ces titres-là sont nuls parce que c'est le domaine public de l'État qui ne peut pas être cédé, qui ne peut pas être concédé. Non. Merci bien, Maître Godefroy Ilunga. Alors, on revient donc à notre sujet de l'émission. La sortie médiatique de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, je l'ai d'entrée des jeux, continue d'alimenter l'actualité et même la polémique. Qu'est-ce que nous devons justement tirer comme leçon de ce qu'il a dit? Est-ce que nous devons gober ce qu'il a dit comme étant argent comptant? Est-ce que nous devons rejeter tout en bloc? Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ça? Beaucoup ont dénoncé un discours séparatiste, un discours qui n'est pas un discours d'homme d'État, un discours qui vient prendre position pour les uns en défaveur des autres. Qu'est-ce que M. Thabo Mbeki a voulu transmettre comme message aux Congolais en disant ce qu'il a dit? Je pense que M. Henri Tshimbalanga, vous l'avez suivi, tout comme moi. Qu'est-ce que vous avez compris dans le fond de son message que vous pouvez partager aux téléspectateurs? Merci Dan. Je crois que dans le fond, j'ai compris que il y a des choses que Thabo Mbeki lui-même l'a dit, que j'ai appris des autres, sans les citer, mais que lesquels vous retrouvez facilement dans l'adresse de Joseph Kabila. Déjà, selon, à mon avis, je trouve d'où seraient venues certaines parties du propos de Thabo Mbeki. Il a bien parlé quand il nous rappelle, il nous fait comprendre le bien fondé de la vision de Patrice Lumumba. Parce que Thabo Mbeki, bien que sud-africain, mais c'est un lumumbiste. Vous voyez, il a une dent cassée. Quand il était étudiant en Angleterre, le jour où on a assassiné Patrice Emery Lumumba, ils sont descendus dans la rue pour organiser une manifestation en protestation. C'est dans cette fougue-là qu'il a perdu sa dent. Là. Donc là, c'était une belle rhétorique selon laquelle qui avait été interrompu par Mobutu. Parce que le maréchal Mobutu, il maîtrisait bien la vision de Lumumba sur le Congo. Et il les a mises en application, mais malheureusement, il a dévié par maintenant le fait de vouloir se faire, lui, la personne providentielle, donc Seko na Seko. Parce que l'unité nationale, pour Lumumba, le colonisateur, comme l'a rappelé Thabo Mbeki, il nous a sectionnés par des tribus. Ça faisait maintenant, ça rongeait l'unité nationale, ce que ne voulait pas Lumumba. Lumumba s'était fait député à Kisangani, mais lui qui était du Kasaï oriental. Donc à l'époque de Mobutu, déjà, les divisions tribales étaient déjà perceptibles dans sa gouvernance. Non. C'est ce qu'il a voulu dire. Non, non. Mobutu a interrompu, c'est-à-dire ce que lui appelle transition, au regard de la vision de Lumumba. Mobutu l'a interrompu du fait que Mobutu, il a puisé d'une part l'unité nationale, ce qui était la vision de Lumumba. Que tu peux être, tu es du Kasaï, tu es de l'Équateur, mais tu peux postuler partout. Et Mobutu a fait ça. Il nommait les gouverneurs, par exemple, sans tenir compte de ton origine tribale. Tu peux être du Bandundu, il te nomme gouverneur au Kasaï, il te nomme gouverneur partout. C'était dans cet état d'esprit-là. Mais voilà. Mais le défaut, c'est que Mobutu est sorti de ce lot-là
pour faire maintenant de lui une personne, un président à vie. C'était un peu ce qui n'était pas dans la vision de Patrice Emery Lumumba. Mais le Tatabo, Ekolobo Moko, donc Mobutu, ne voulait pas du tribalisme. C'était ce que disait Patrice Emery Lumumba. Mais avec le temps, quand l'homme maintenant commence à aller trop en profondeur, s'éternisant au pouvoir, Machiavel disait le pouvoir ne fait que réveiller le démon qu'il y a dans l'homme, tout comme l'argent. Il commence à dire, ah bon, il devient ça? Mais c'était en lui. Maintenant, c'est le pouvoir qui vient réveiller ce qu'il y a dans lui. Là, il a bien dit, j'ai apprécié. Mais de l'autre côté, évidemment, l'opinion qui trouve que c'est un discours séparatiste, évidemment, quand il dit que j'ai appris des autres que Tshisekedi ne se fait entourer que des Kassaïens. Je crois qu'il a été aussi mal informé. Moi, j'ai toujours considéré Félix Tshisekedi comme un vrai faux tribaliste. Je m'explique. Il est facile, on peut retrouver beaucoup de conseillers qui sont originaires du Kasaï autour de Félix Tshisekedi. Mais moi, j'ai toujours dit, les conseillers là ont effectivement quel pouvoir de prise de décision sur la nation. Ce sont des gens en principe qui travaillent dans l'ombre du président de la République, qui travaillent pour lui. Mais regardez ceux qui ont des postes de commandement, faisant même état de l'impérium, c'est-à-dire le pouvoir d'imposition, entre autres la sécurité. Le commandant en chef de la garde républicaine, il n'est pas du Kasaï. Le général Kabi, c'est un mouchi. Le chef d'état-major interarmé, il est du Katanga. Il n'est pas du Kasaï. Le président du Sénat, il est du Katanga. Il n'est pas du Kasaï. Le président de la chambre basse, c'est un mouchi. Il n'est pas du Kasaï. Regardez un peu ceux qui occupent ces postes-là. C'est là le pouvoir. Et les conseillers devant ces personnalités-là que je viens de citer, qu'est-ce qu'ils représentent? Regardez l'incident qu'on a connu à l'aéroport entre le ministre de la Défense, Modian Vita, qui pour autant est du Kasaï, mais face au général de la garde républicaine. Mais il a diminué le ministre de la Défense, publiquement. D'abord, il ordonne que ces hommes à lui arrachent les bérets à toute la garde du ministre de la Défense. Donc, il se sentait que c'était lui qui avait le pouvoir militaire. Donc, je pense qu'il y a lieu, pour ne pas aller trop en profondeur, parce que d'habitude, moi, je touche un peu difficilement à ces sujets-là de tribus, mais sinon, pour le besoin de la cause, c'était question de répondre qu'en réalité, le pouvoir de Félix n'est pas entre les mains des Kassaïens. Il peut faire, vous pouvez étaler une liste de 100 personnes qui seraient des Kassaïens, ou qui sont des Kassaïens, mais ils ont quel pouvoir? Ils occupent quel poste? Ils ont été nommés dans quel poste? Mais regardez les postes clés. L'ANER, qui a la tête de l'ANER? Ou Zulukat, qui n'est pas du Kasaï. Il y a aussi certains aspects. Mais ce sont ces gens-là qui peuvent l'arrêter. Même Vonde, il n'est pas du Kasaï. Il y a aussi certains aspects qu'il a évoqués comme étant tout ce qu'il a été informé, que le M23 est devenu un mouvement populaire, les plus populaires du Congo. Il est apparu comme la seule force capable de renverser Tshisekedi. C'est pourquoi ils sont accueillis à bras ouverts au Congo. On va donc y revenir. Il dit aussi que le problème du Congo, c'est que nous n'avons pas eu de leadership avec des problèmes de compréhension. Alors, Maître Samuel Nkonko, quelle est votre lecture de cette sortie médiatique? Merci beaucoup pour la parole. Je commence d'abord par présenter d'abord ce qu'est Thabo Mbeki dans les microcosmes politiques de notre pays. Thabo Mbeki est parmi les acteurs majeurs qui ont intervenu dans la question de la stabilité politique et institutionnelle au lendemain des différentes guerres que nous avons connues au début des années 2000. Thabo Mbeki, c'est parmi les acteurs majeurs qui ont pu intervenir de manière à ce que le processus de Sun City puisse chuter. En peu de mots, c'est quelqu'un qui maîtrise carrément la situation politique de notre pays. Cependant,
par rapport aux questions liées à la tribalisation de l'administration, j'aimerais bien revenir dessus. C'est vrai qu'on se gêne un peu de pouvoir aborder cette question parce que c'est une fibre un peu délicate dans notre pays. Les questions d'ordre communautaire chez nous, on s'abstient. Mais il est aussi important de se dire aussi une chose, c'est que dans la gouvernance et dans la manière de gérer les choses, il ne faut pas prêter les flancs aux adversaires afin de récupérer ce que vous faites sur le plan politique. C'est vrai, comme l'a dit le premier intervenant, M. Tchimbalanga tantôt, on ne peut pas dire que Tshisekedi c'est un tribaliste. On serait même les premières personnes à le dire. Que pourquoi est-ce qu'on dirait qu'il est tribaliste si seulement on regarde ses nominations? C'est vrai qu'à certains secteurs, à certains postes clés, il nomme les personnes qui n'est pas de sa tribu, mais dans l'ensemble des nominations, la question reste encore discutable. Mais est-ce pour autant qu'il faudrait dire que Tshisekedi est en train de tribaliser l'administration? La question reste ouverte. Pourquoi? Parce que chez nous, en ne faisant pas attention, c'est parce que nous, peut-être nous sommes à Kinshasa, nous sommes dans un milieu que j'appelle une grande agglomération, nous avons plusieurs cultures, mais lorsque vous êtes en région et dans les provinces, les questions communautaires, ce sont des questions avec lesquelles on ne badine pas. Je prends particulièrement les espaces comme au Katanga. Les questions communautaires, on ne joue pas avec ça là-bas. Voilà pourquoi, lorsque l'on gouverne, il faut faire attention à certaines choses. Parce que lorsque vous entendez Thabo Mbeki, il a souligné, il a dit ceci. Il a dit que lorsque le pouvoir, l'entourage du président de la République est entouré des personnes proches de sa communauté et que les personnes de l'espace Katanga se retrouvent pour la plupart victimes d'arrestations, il est en train de dire très haut ce que certaines personnes disent très bas. Chez nous, c'est très délicat, on n'évoque pas ce genre de questions. Mais il faut faire très attention. L'acteur ou la personne qui a tenu ces propos, c'est un acteur majeur, et ce n'est pas n'importe qui, Thabo Mbeki. C'est un acteur majeur sur la scène internationale. Et en relayant pareil propos, juste quelques jours après la sortie du sénateur Avi qui a tenu un speech où il s'adressait à la nation, est-ce que cette coïncidence de temps et d'événements, est-ce que c'est une juxtaposition fortuite, c'est un hasard ou c'est réellement calculé? Mais étant donné que la question du M23 dans notre pays a pris des envergures internationales, il est aussi difficile de pouvoir régler cela sans pour autant y associer des acteurs majeurs. Alors, pour ce faire, moi je crois qu'il est important de ne pas rejeter en bloc la sortie de Thabo Mbeki. Ce n'est pas n'importe qui. Sa sortie certainement a eu peut-être pour rôle d'essayer peut-être de pouvoir remettre les équilibres politiques ou diplomatiques dans les deux camps, dans les camps de Kinshasa et dans les camps des personnes qui se rapprochent plus du mouvement armé, afin de pouvoir peut-être les emmener autour d'une table de manière à pouvoir obtenir une voie de sortie dans l'intérêt du Congo. Voilà pourquoi pour chuter, je dirais peut-être ceci. Peuple congolais, plus spécialement notre classe politique, plutôt que de pouvoir se placer sur un champ où nous créons plus de frustration, faisons plus un effort de pouvoir ramener autour d'une table, éviter un peu de pouvoir ostraciser certaines figures emblématiques du pays, parce que c'est ce qui fait à ce que certaines personnes se retrouvent frustrées, et ce qu'ils retrouvent comme solution, c'est de pouvoir aller vers ce que peut-être Thabo Mbeki a appelé comme étant le seul mouvement peut-être qui a des envergures susceptibles de pouvoir renverser Kinshasa. Alors, tout ça, ce sont des paramètres à ne pas rejeter, mais plutôt à considérer en vue de pouvoir obtenir une solution. Parce que le plus important, c'est obtenir la solution pour la sortie des crises par rapport à la situation de notre pays. Merci beaucoup, Maître Samuel Nkonko. Maître Godefroid Ilunga, votre lecture de ce discours de M. Mbeki, Thabo Mbeki. Franchement, je dois dire que c'est un discours à mettre, je dirais, dans une corbeille à jeter. J'aimerais être très très dur lorsque j'analyse ce discours. Vous pensez, comme le dit mon estimé confrère, que le fait que Thabo Mbeki ait choisi ce temps pour faire sa sortie médiatique, que ce fait-là soit fortuit, soit gratuit. Ce n'est pas gratuit. Nous savons comment on organise, n'est-ce pas, des sorties médiatiques. Nous comptons des morts dans notre pays par millions. Et cela sur une période, depuis que
Thabo Mbeki a joué le rôle qu'il lui attribue. N'est-ce pas, avec toute fierté, mon estimé confrère. Depuis qu'il a joué ce rôle-là, il s'est passé, je ne sais pas combien d'années, si vous pouvez avoir une mémoire assez fraîche, vous pouvez calculer. Et c'est des années de tuerie des enfants de la République démocratique du Congo. Ce ne sont pas des Kassaïens qui sont tués, non. Ce sont principalement des Swahiliphones qui sont exterminés, littéralement exterminés. Thabo Mbeki est sur cette planète appelée Terre. Aucune réaction. Aucune. Le M23, vous dit-il aujourd'hui, prend des proportions qu'il lui attribue là, parce qu'il y a une certaine gestion tribale de la République. Mon compatriote Simbalanga, quand il est intervenu ici, il a cité quelques cas. Nous pouvons aller en profondeur. Et je vous dirais que lorsque vous scrutez même le cabinet de Tshisekedi, vous n'allez pas voir qu'il est constitué en majorité des Kassaïens. C'est faux. Totalement faux. Le DIRCAB, il n'est pas Kassaïen. Prenez maintenant tous les conseillers. La majorité, ce ne sont pas des Kassaïens. Et lui, il dit, ce sont les autres qui lui ont dit. Un homme responsable, c'est lui qui a géré un grand pays de la trempe des États de l'Afrique du Sud. Il vient et il trouve que c'est le moment, c'est l'occasion pour lui de faire une telle sortie qui aurait pu jouer la médiation dans un conflit comme celui-ci. Et c'est lui qui sort, n'est-ce pas, avec une telle légèreté pour aller dire que c'est parce que Tshisekedi. Mais le M23, c'est parce que Tshisekedi est en train de gérer le pays dans la tribalité. Le M23 a commencé quand? Il a commencé avec Tshisekedi. Quels sont les problèmes qui se sont posés, qui ont justifié la lutte du M23? Kagame a dit qu'il n'avait jamais eu un problème avec Tshisekedi. Mais Tshisekedi sait quels sont les dossiers qui sont sur sa table, qu'il ne veut pas signer. Et ça, on ne vous le dira jamais. On va seulement dire non, non, il y a... Mais Kabila dont on parle, il a eu à gérer ce pays. Faites le même exercice, voyez qui occupait tous ces postes-là. Si ce n'était pas des Swahili. Il n'y avait personne qui parlait. On dit non, on arrête des Swahili. Je vais dire à mon estimé confrère que Thabo Mbeki n'a pas dit qu'on est en train d'arrêter des généraux katangais. Là, c'est lui qui ajoute. Dans le discours. Il a dit. Non, les généraux katangais n'a pas dit ça. Les Swahili. Non, il a parlé de Kabila. Oui, il a dit les Katangais vont réagir. N'est-ce pas? Il n'a pas parlé des généraux katangais. J'ai bien suivi le discours. Donc, mon estimé confrère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Quand Kabila était là, il n'a pas arrêté des gens. Quand l'AFDEL a pris le pouvoir ici, et Tshisekedi a été pris ici, ramené dans son village. Je n'ai pas vu les Balouba se tenir là et dire nous, les Kassaïens, et ainsi de suite. Pas du tout. Mais finalement, on va arrêter qui? On va laisser qui? Parce que si on arrête celui-ci, on va nous dire non, il est l'un de nous, donc nous vous rejetons. C'est ce que Thabo Mbeki dit. Nous vous rejetons parce que vous avez arrêté quelqu'un de nôtre. Jean-Pierre Bemba est arrêté dans ce pays, avec, n'est-ce pas, la bénédiction de notre président de la République, notre ancien président. Merci. Je n'ai pas vu les Bangala se tenir pour dire, excusez-moi, je chute. Le M23 est devenu l'organisation la plus populaire. Je ne sais pas, Thabo Mbeki vit où. Bon, il dit que... Non, d'abord, il a parlé de deux choses. C'est l'organisation la plus populaire. C'est qu'on lui a appris. C'est qu'on lui a appris. Et puis, c'est le seul mouvement susceptible de renverser Tshisekedi. Oui. L'organisation la plus populaire. Le M23 se bat à l'est. Il y a des Wazalendo. N'est-ce pas, les autochtones
de l'Est qui lui résiste. La population de l'Est, c'est celle que le M23 est en train de décimer. Ils ont il n'y a pas longtemps, l'Amnesty International a sorti un rapport, n'est-ce pas, des exactions qui se font à l'Est. Des civils, oui. Des civils. Alors. Et c'est ça le mouvement qu'on nous vante ici, qu'on dit que c'est le mouvement le plus populaire du Congo. Merci. Avant d'entrer, n'est-ce pas, à Bukavu, on a vu la population de Bukavu en train de manifester contre le M23. Très bien. Merci bien. Donc, je veux seulement dire que Thabo Mbeki nous a révélé une chose, c'est que les soupçons que nous avions, l'ancien président, n'est-ce pas, parce qu'il lui a donné le rôle. Il est du mauvais côté de l'histoire. Il lui a donné le rôle. Il rentre par Goma ne monopolisez pas pour jouer le rôle parce qu'il y a rejet et il a dit les choses assez clairement. Merci. Et c'est ce que le président Tshisekedi avait dit. Merci. Et c'est le rôle qu'il est en train de jouer tout ce temps. Retirer l'immunité de Joseph Kabila en l'accusant de trahison, ça ne résout rien du tout. Monsieur Henri Tshimbalanga, entre le droit et justement cette affaire d'unité nationale, où est-ce que la République peut pencher sa balance? Parce que de temps en temps, quand on arrête un dignitaire, on entend que sa communauté ou sa province se lève pour dire on arrête un des nôtres, qu'il soit du Congo central, de l'Équateur, du Katanga. C'est un problème qui de plus en plus se pose. Comment juguler cela entre le droit, si une personne a volé ou a détourné ou dans une action subversive, quel que soit son rang, son statut, il est justiciable. Maintenant, comment juguler cela? Comment régler cela entre dire le droit et renforcer la cohésion nationale? Comment on peut gérer cela? D'emblée, je dirais que je suis d'accord avec Maître Samuel à un certain point quand il a dit tout n'est pas à rejeter. Oui. Tout à fait d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec Maître là où il dit Godefroy, tout est à jeter dans la corbeille. Non. Vous savez, Dan, quand quelqu'un, une telle personnalité, fait un tel discours, qui du reste, à mon avis, est un discours martial. Parce que quand il évoque son serment de militaire, ça voudrait dire, militaire, il est là pour soit tuer ou se faire tuer. Et ne peut pas tenir un tel discours ou une telle activité dans un pays si les autorités de ce pays-là n'en sont pas d'accord. Et maintenant, la sous-région, moi, ça me fait comprendre que dans tous les pays où Joseph Kabila faisait la ronde, pour chuter principalement par l'Afrique du Sud, c'est-à-dire tous, ils en savent quelque chose. La preuve, Thabo Mbeki vient maintenant de porter sa voix. Non seulement il était un acteur majeur dans la crise en 2001, et ainsi de suite, parce que lui, il était le vice de Mandela, mais qui, avec le poids de l'âge, Mandela se déchargeait facilement de ses responsabilités au bénéfice de... Et il laissait Thabo Mbeki faire le tout, parce que Mandela avait même le problème de l'oreille, il avait un peu trop de problèmes sur lui. Donc, Thabo Mbeki nous fait comprendre qu'il est derrière une dynamique. Parce que quand il arrive à évoquer que l'M23 est susceptible de renverser, c'est-à-dire qu'ils sont dans une certaine dynamique, que Kinshasa ne devrait pas négliger les propos-là. Il faut beaucoup plus percer et travailler. Donc, selon moi, Joseph Kabila et son retour par Goma ne serait qu'un arbre qui cacherait la forêt. Il est vrai que, en disant qu'il y a des généraux qui croupissent en prison, parce que Kabila, lui, il a dit des Swahili, qui croupissent en prison sans procès. Bon, il est en train aussi de profiter aussi de certaines failles de gestion pour en faire un cheval de bataille. Mais quand vous arrêtez des gens, des officiers, des généraux, mais pourquoi ça doit faire 3 ans, 2 ans sans qu'il y ait justice? Et pourtant, on se veut bien être un état de droit. Et tout cela
fait que l'on puisse soupçonner autre chose que le souci d'établir un état de droit. Parce qu'il y a dans un état de droit, je ne pense pas que vous pouvez interpeller quelqu'un et jusqu'à 1 année, 2 ans, il n'y a pas de procès. Là, ça devient autre chose, ça devient carrément politique, ou ça devient, alors là, on va vous traiter de tous les noms, on va vous prêter toutes les intentions possibles. Est-ce que ça veut dire que la sortie médiatique de Thabo Mbeki voudrait dire que vous voudrez simplement faire savoir que la sous-région n'est pas d'accord avec ce qui se passe à Kinshasa? Je crois qu'en tout cas, il faudrait plus l'entendre sous cette oreille-là. L'Afrique du Sud, c'est la SADC. Revenons en arrière, dès le départ, l'Afrique du Sud, par la bouche de son président, ils étaient d'accord qu'il faille une intervention militaire. Mais lorsque Ramaphosa se retrouve à Kigali, lors de la commémoration du génocide, où presque tous les grands de ce monde étaient là, Ramaphosa, depuis Kigali, c'est en ce moment-là qu'il change de discours. Il dit que non, le problème de l'Est de la RDC ne nécessite pas une intervention militaire. Mais qu'est-ce qui a fait changer? Or, on n'a que deux grandes organisations sous-régionales, l'EAC et la SADC. Vous savez que ce qui avait stoppé l'avancée de différentes rébellions lors de Mouzé, c'est la SADC. Ce sont les troupes de la SADC. Mais dès lorsque l'EAC nous a déçus, visiblement, maintenant, le rempart, c'était la SADC. Mais si la SADC commence à porter cette voie-là contraire, parce qu'en dénonçant, en affirmant que là-bas Tshisekedi gère mal le pays, ça voudrait dire que la SADC risque de nous faire aussi le même coup que l'EAC, nous en tant que RDC. Donc c'est au président Félix Tshisekedi d'en tirer, d'ouvrir véritablement l'œil pour comprendre que qu'est-ce qu'il y a derrière cette machination-là. Le fait qu'on poursuive Joseph Kabila à l'international, cela est perçu comme étant de l'arbitraire. Bon, à entendre Thabo Mbeki. Et il y a lieu maintenant de croire aussi à certaines sources qui diraient que Ndayishimiye, en venant voir Tshisekedi, aurait aussi porté le même message. Pourquoi vous avez levé les immunités de Joseph Kabila? Que ça sonnerait très mal. Le moment n'est pas... Vraiment ne s'y prête pas. Oui. Il y a des problèmes sérieux en interne où ça ne rassure pas. Mais quand vous foncez encore sur ce que l'on vous qualifie d'action tribale, vous avez ici soulevé un point très capital. Je ne vais pas tout de suite ouvrir l'angle de Moutamba, puisque en attendant que vous lanciez le sujet, mais néanmoins, regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée. Pourquoi Kamere dit clairement que non, mais si on n'a pas levé les immunités pour Nicolas Kazadi, pourquoi on doit le faire pour Matata? Comprenez, ça sort pourquoi? Nicolas Kazadi, qui est-il? Quelle est son appartenance tribale? Et Matata, qui est-il? Il est swahiliphone. Vous voyez dans quoi maintenant on se retrouve. C'est pourquoi il est plus important qu'à un certain moment, on doit éviter trop de juridisme pour essayer de voir les choses avec un œil politique. Là, vous demandez que la justice soit sous les ordres politiques. Non, non, non. Je ne dis pas que sous les ordres politiques. Je dis plutôt que à un certain moment, on peut voir peser que est-ce que évidemment même sur le plan de droit, il y a aussi ce qu'on appelle l'opportunisme de poursuite. On ne doit pas seulement déclencher vaille que vaille sans se rassurer par rapport à certaines méandres. Conséquences. Conséquences. Sinon, regardez ce qui se passe déjà avec Moutamba. Bien sûr. Lequel nous souhaitons qu'il aille tout bonnement pour éviter encore de renforcer que voilà. Parce que son origine risque d'être encore, ça risque de peser dans la balance. Voyez, donc pour eux, la justice n'existe pas sous Félix Tshisekedi. Ce n'est que pour les autres. Vous voyez, ce qui est très dangereux est que, Maître Samuel l'a dit, il faut éviter de prêter flanc à ce que les adversaires pourraient exploiter. Donc, le régime actuel doit être très regardant, comprendre la tactique de combat qu'utilise l'adversaire en face pour essayer de se garder de certaines choses. D'accord. Merci beaucoup, M. Henri. Maître Samuel Nkonko, votre compréhension, c'est laquelle par rapport aux actions que mène la justice actuellement, les poursuites contre l'ancien président de la République, pendant qu'il y a aussi des affaires qui concernent d'autres membres qui sont dans la famille politique du chef de l'État. Il n'y a pas
il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de... voilà. Est-ce que vous avez l'impression que c'est du 2 poids 2 mesures? On a vu la condamnation de tel, tout ça, ça va un peu vite. C'est du 2 poids 2 mesures, selon vous? Bon, je ne vais pas porter ces affirmations si haut, mais je préfère ne serait-ce que les aborder de manière un peu plus détaillée. Vous savez, l'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée par notre Constitution. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Mais il est fort de constater que depuis un certain temps, au regard de la multiplicité des actions dirigées contre les acteurs politiques, l'on constate qu'il y a une certaine manipulation, une certaine motivation politique dans l'action que mènent les acteurs judiciaires. C'est fort à déplorer. Pourquoi? Parce que dans l'environnement qui est le nôtre présentement, qui est un environnement politique, je ne vais pas dire à crise, mais un environnement politique où nous recherchons plus une voie de sortie de crise. La justice doit plus se prêter ou bien se donner comme étant, doit s'offrir plus comme étant une voie de solution plutôt qu'une voie de séparation. Entre le respect de la loi et le respect, ou je veux dire, ce que M. Henry a dit, un peu voir un peu dans quelle mesure la conséquence d'une action judiciaire, c'est qu'elle peut mener. Qu'est-ce qu'il faut quand on poursuit une grande personnalité politique dont on sait qu'il a une grande base? La justice n'évolue pas en électron libre dans une nation. La justice fait partie aussi des méandres de l'État. C'est un des engrenages de l'État. Ce n'est pas un électron libre. Et de ce fait, la justice aussi doit apprendre, aussi, je ne vais pas seulement apprendre, je vais dire que la justice doit aussi s'offrir et apporter aussi des solutions qui puissent favoriser la cohésion nationale et non la séparation. C'est vrai, pour répondre à votre question par rapport au respect du droit plutôt qu'à rechercher à satisfaire certains corps, mais le droit a pour objectif de rechercher non seulement la justice, mais aussi la tranquillité publique. La tranquillité publique. Mais lorsqu'on voit qu'il y a des mesures ou des décisions qui davantage accentuent les conflits sur le plan politique, sur le plan social, mais à quoi servent ces mesures, à quoi servent ces décisions judiciaires? Les décisions judiciaires doivent poursuivre la paix sociale, la tranquillité publique. Surtout dans un contexte où nous sommes en train de rechercher plus la décrispation sur le plan politique. Tout ce qu'il y a à faire ici, c'est quoi? C'est que tous les camps doivent poursuivre présentement une certaine sagesse dans sa façon de pouvoir initier des actions, que ce soit dans le plan politique pour ceux-là qui sont politiques, pour que ce soit sur le plan judiciaire, ceux-là qui sont dans le plan judiciaire, avoir une certaine sagesse dans l'initiation des actions de manière à pouvoir rechercher plus à ramener autour d'une table ces acteurs politiques. Aujourd'hui, nous constatons que l'appareil judiciaire commence à devenir un bras répressif. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous constatons que, prenons carrément les nombres d'actions qui ont été faites. Vous prenez les actions, je prends pas carrément deux images emblématiques de notre pays. Vous prenez l'action qui a été dirigée contre Matata Ponyo. C'est vrai qu'on aura tout ça, il y a toujours tout à redire, mais la décision est déjà tombée. Aujourd'hui, nous ne savons pas Matata Ponyo est où. Deuxièmement, vous avez la mesure qui est tombée par rapport au sénateur à vie. On lève ses immunités et avec comme conséquence quoi? C'est qu'au niveau de la sous-région, ça fait un très mauvais écho. Un très mauvais écho. Déjà, il faut souligner une chose. Le règlement du conflit Congo-Rwanda au niveau de la sous-région a connu des difficultés. Mais le fait que ce conflit ait été retiré des mécanismes régionaux pour être résolu au niveau de Doha a eu, à un moment donné, à vexer certains acteurs majeurs de la politique internationale au niveau de la sous-région. Les acteurs politiques internationaux au niveau de la sous-région se sentent lésés. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que nous revenons encore dans ce paternalisme que nous avons décrié au lendemain des indépendances. Que nous, les Africains, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir régler nos problèmes. Merci. Voilà pourquoi, pour chuter, je veux dire ceci, qu'il est important qu'au niveau interne, que tous les engrenages qui constituent l'État, y compris la justice,
puisse offrir des offices qui soient favorables à pouvoir nous accorder une voie de sortie, plutôt que de pouvoir prendre des actions, initier des actions qui soient de nature à pouvoir crisper davantage le climat politique, qui n'aura pour conséquence que à pouvoir donner des alibis à ceux-là qui pensent que, comme Thabo Mbeki, tout ce que nous venons de dire tantôt, notamment le problème lié à la tribalité de l'administration, le problème lié à l'ostracisation des peuples swahilophones, nous devons éviter tout ça et recourir plus à la sagesse afin de pouvoir obtenir des voies de sortie. Merci bien, Maître Samuel Konko. Déjà, l'auditeur général agit comment quand il reçoit une injonction du ministre de la Justice pour lui demander d'engager des poursuites ou d'ouvrir un dossier contre l'ancien président de la République? Il n'a pas le choix que d'obéir au ministre, demander l'autorisation de poursuite. Pas nécessairement. Là, est-ce qu'il peut s'opposer au ministre qui a le pouvoir d'injonction? L'injonction qui est donnée n'entraîne pas du coup aussi, comment je vais appeler, c'est parce que le ministère public dans son indépendance de pouvoir instruire, il ne peut pas instruire toujours en cherchant. Il instruit à charge et à décharge, mais l'injonction qui lui est donnée, c'est juste pour pouvoir poser des actes. Ce ne sont pas des injonctions pour pouvoir s'incliner au pouvoir politique. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Maître... Il garde son pouvoir d'appréciation et d'opportunité de toutes les façons. Merci bien. Votre avis par rapport à ce qui vient d'être dit sur la mission de la justice. Comment devrait-elle se comporter quand poursuivre un individu qui a d'une certaine trempe politique, qui incarne un certain pouvoir? Comment devrait se comporter la justice? Devrait, en cas d'infraction avérée, devrait se plier ou engager des poursuites? Je complète votre question. Comment elle devrait se comporter lorsqu'il y a des faits aussi graves que les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et autres? C'est ce que mes co-débatteurs, n'est-ce pas, n'ont pas pu toucher lorsqu'ils sont intervenus ici. Parce que j'ai toujours dit, s'agissant de ces crimes-là, ils ne touchent pas que les Congolais, mais ils touchent toute l'humanité. C'est pour cela que si notre loi était même, n'est-ce pas, telle qu'il ne soit pas possible de poursuivre les intéressés, les juridictions internationales, en l'occurrence la CPI, peuvent se saisir. Donc c'est pour autant vous dire combien ces faits-là sont graves. J'aimerais dire à mon frère Chimbalanga que ce n'est pas la SADC qui a porté la voix du M23, je ne pense pas. Parce que Thabo Mbeki n'est pas la SADC, n'est-ce pas? Thabo Mbeki n'est pas en exercice, il ne joue aucun rôle dans la SADC. Donc maintenant, une voix qui porte, quand même. Oui, je vais arriver à ça. C'est une voix qui porte, mais c'est une personne faite de sang, de chair et de sang. Je vous ai dit, est-ce que son intervention est fortuite, est gratuite? Je ne pense pas. La guerre, les gens qui sont en train de mourir, qui sont morts par millions à l'est là-bas, j'ai posé la question ici. Ils ont commencé à mourir du temps de Tshisekedi. Pas du tout. On parle de 10 millions. 10 millions, c'est avant Tshisekedi, n'est-ce pas? Où était Thabo Mbeki pendant tout ce temps? Qui ont des carrés miniers là-bas? On peut se poser la question si tous ces gens dont on est en train de nous vanter les mérites ici ne sont pas ceux qui sont en train d'exploiter, n'est-ce pas, nos richesses de l'autre côté. C'est possible. Parce que, bien sûr, vous savez que le cas de la RDC, la RDC est victime d'un complot très large, très vaste. Et ça, on ne me dira pas le contraire. Une personne qui a le complot était tel que le complot était tel que on a posé la question au secrétaire général de l'ONU, n'est-ce pas? Il a dit le M23 est en train de devenir de plus en plus comme une armée professionnelle. Ils ont des armes sophistiquées. D'où viennent ces armes? Ces armes viennent de quelque part. Alors qu'ils avaient, n'est-ce pas? Et pendant tout ce temps-là, Tshisekedi a pris le pouvoir
il a géré pendant pratiquement 3 ans avec Kabila. N'est-ce pas? Il n'y avait pas de problème du tout ça. Kabila avait la majorité dans le gouvernement Tshisekedi. Que ce soit au Sénat, dans l'Assemblée nationale et au gouvernement. Il ne se posait pas un quelconque problème, n'est-ce pas? Et les gens étaient en train de mourir. Je vous dis que avant même les élections, moi j'étais à l'Est, j'étais à Lituri. J'ai vu comment les gens mouraient. J'ai vu comment les gens étaient en train de décapiter des gens. Donc ne se moque pas de nous, n'est-ce pas, en nous disant que c'est parce qu'il y a un problème de gouvernance. Je dis que c'est un problème, c'est un complot qui avait été ourdi par des mafieux, de groupes de mafieux. Et ce groupe-là se sent aujourd'hui bousculé. Aujourd'hui, on est en train de nous dire, on nous dit non, on veut nous ramener au paternalisme. Il fallait que nous, Africains, puissions trouver des solutions à nos problèmes. Mais pendant que Tshisekedi était en train de dire ici, des morts là-bas, aucune réaction. Aucune, même ici en Afrique, aucune. Comme si ceux qui mouraient là, c'était des mouches. Et puis bon, finalement, on va nous dire, bon, chantage, et il faut privilégier la cohésion nationale et ne pas poursuivre tel, parce que si vous le poursuivez, sa communauté va se lever, la paix sociale, ainsi de suite. L'unité nationale. L'unité nationale, c'est quoi? Qui ne sait pas qu'il y a un projet des années de la balkanisation de ce pays? Qui ne le sait pas? Mzee Kabila n'était pas Kassaïen. Il est mort pourquoi? Il est mort pourquoi? Si ce n'était pas ce projet-là, il était swahiliphone, n'est-ce pas? Qui l'ont tué? Ce ne sont pas des Swahili. Ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux. Maître Godefroid. Donc c'est du chantage. Le vrai problème, c'est que ces présidents africains, tous ont des intérêts de l'autre côté. C'est ça le problème. Et puisqu'ils sentent maintenant que le président Tshisekedi s'est tourné vers les États-Unis, il a réussi. Vous avez vu comment ils se sont ligués, que ce soit à l'international ou à l'interne, pour, n'est-ce pas, s'opposer au deal avec les États-Unis d'Amérique. Jusque-là, on n'a pas encore vu ce deal. Hein. Attendons d'abord qu'il soit. Bon, oui, mais quand même, on sent l'agitation. C'est ça l'agitation. C'est n'est-ce pas, dans la ligne de cette agitation que se trouve la réaction des Tabombek et des autres. Merci. Ce sont des agitateurs, n'est-ce pas, qui sont en train de pêcher à nos troubles. Merci bien. Pour finir rapidement, nous avons suivi le ministre d'État, ministre de la Justice, s'exprimer devant les Quinois, comme quoi il ne répondra pas à l'invitation du PG près la Cour de cassation. Il pourra y répondre que si le chef de l'État lui-même le lui demande. Donc, en tout cas, le ministre de la Justice a dit plein de choses sur lesquelles nous n'aimerons pas tellement revenir, mais sa communication a quand même suscité beaucoup de réactions. Voilà, monsieur Henri Tchimbalanga. Très bien. Oui. Quelle est votre lecture de cette situation? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que Moutamba, les indices de détournement sont sérieux quand vous lisez son... J'y vais, mais juste en un ou deux mots. Oui. Je n'ai pas dit que Thabo Mbeki était la SADC, mais attention, pourquoi on a vu Obasanjo venir, l'Union africaine, pourquoi on a consulté Obasanjo? Parce que il est de ceux-là qui avaient géré cette situation. Si aujourd'hui, la SADC, parmi les chefs d'État qui avaient géré ce conflit-là, il y a Thabo Mbeki qui est encore vivant, eh bien, ils vont le consulter, même dans son propre pays. Ramaphosa pourra le consulter. Ça se passe ainsi partout. Ce n'est qu'ici chez nous, où on n'a pas encore passé la toute première fois que nous ayons un président honoraire en vie, nous n'avons pas encore maîtrisé cette chose-là. Il faudrait qu'on en ait 2, 3, on aura à les consulter. Le dossier Moutamba. Constant Moutamba a tout faux. Et puis ce comportement-là n'est pas encouragé. Pourquoi aller dans la rue? Lui, un ministre de justice qui est l'un des éléments de souveraineté nationale, la justice.
Il se dit être victime, on voudrait l'humilier. Mais lui, il respecte qui? Il a humilié la chef du gouvernement publiquement devant la jeunesse. Avec cette histoire-là, des Nazoka solo, il y a détournement ici. Or, celle qui représente le gouvernement était là. Et il est allé plus loin pour dire qu'un gouvernement des gens qui échouaient à l'école. Et ça a mené même, Madame la Première ministre a commencé à réagir. En tic-tac, Moutamba ne s'est même pas plié s'il était vraiment d'une certaine... mais Soumina a le pouvoir de le sanctionner. Mais écoutez, mais quand Moutamba parle de la hiérarchie, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la mauvaise gouvernance. Quand vous avez un ministre qui savonne tout un gouvernement, l'extérieur prend ça comment? Quand leur ministre dit que c'est un gouvernement des voleurs qui vous prendra au sérieux, il devrait mériter d'abord une sanction au niveau du gouvernement. Mais écoutez ce qui se passe. Moutamba doit aller se justifier là-bas. Souminois n'avait pas autorisé parce que dans le dossier ou la correspondance de Moutamba envoyée à Madame la Première ministre, ils ont constaté qu'il y avait 8 éléments qui n'étaient pas. C'est un dossier incomplet. Qui manquait. Voilà. Premièrement, les éléments manquants étaient les suivants. Le dossier de passation et les avis y afférents. 2. Le rapport d'analyse des offres, le procès verbal d'attribution provisoire et celui de clôture des négociations. 3. Les preuves de marché similaires exécutées par l'attributaire. 4. La motivation du recours au gré à gré alors que le marché devrait être soumis à une procédure restreinte. 5. Le bordereau de prix ainsi que le détail quantitatif et estimatif. 6. Les documents administratifs de la société attributaire. 7. Les plans et dessins du bâtiment. 8. Les études du bâtiment. Et Moutamba, j'ai l'impression que, étant conscient qu'il est dedans, il faut recourir à la rue. Mais il défie la magistrature. Et écoutez, ça devient maintenant un très mauvais exemple, lequel le président Tshisekedi ne devrait pas, comme Moutamba ne fait qu'allusion à la hiérarchie, parce que lui n'obéit pas à Souminois qui est son hiérarchie directe, c'est Souminois, et non pas Félix Tshisekedi. Alors le président ne doit pas laisser aller que les gens utilisent sa personne d'une façon ou une autre dans des pareils cas. Sinon, qui va encore accepter de répondre à cette justice? Ce sera un mauvais précédent. Certains disent que c'est un coup monté contre lui parce qu'il s'est battu contre ces magistrats mafieux. Alors ceux-là sont levés pour dire que toi, nous allons finir avec toi parce que tu voulais... Écoutez Dan, quand vous êtes en train de chasser les voleurs, ne soyez pas vous-même voleur. Quand vous attrapez les voleurs avec des biens volés, vous prenez ces biens volés-là, vous en faites propre pour dire que moi, je suis en train d'attraper les voleurs. Mais les mêmes voleurs, même si vous dénoncez Kebilo, les histoires que lui nous arrache, il en fait mien, il va donner à ses enfants. Tu penses qu'il sera suffisant de dire que non, ces voleurs-là, c'est parce que moi, je les ai traqués. Mais tu as trempé dedans, tu n'as pas respecté la loi. Le pourquoi la première ministre lui a répondu au travers son cabinet est clair. Ce sont des points clés. Moutamba dit qu'on lui a répondu en retard. Non, attention, le délai, c'est de 10 jours. Écoutez, Dan, les députés, quand Sénaref a alerté, les députés nationaux sont allés s'enquérir. Et ils ont même constaté, il n'y a même pas le terrain indiqué où il va ériger cette prison-là. Ce n'est pas encore fait. Mais alors, comment tu peux procéder déjà au mouvement d'argent et puis l'argent qui est destiné aux victimes? C'est-à-dire la vie des Congolais qui ont été fauchés par cette guerre de 6 jours. Cette vie-là vaut quoi devant la prison de Moutamba? Merci bien, messieurs. Ce qu'il faudrait faire, il a été auditionné finalement devant la commission parlementaire, c'était hier. Ça voudrait dire que il a dit il n'ira nulle part, mais il est allé. Et que nous voudrions, parce qu'avant lui, le procureur général Firmin Vondé
a été auditionné par la même pour qu'il justifie son réquisitoire. Vonde Moutamba dit qu'il a acquis un immeuble, mais lequel Vonde a des documents de preuve comment il a contracté des dettes. Mais c'est à lui aussi d'aller prouver que moi, je n'ai pas détourné. Pourquoi commencer à commettre cet outrage à la magistrature? Qui va accepter encore d'aller vers cette justice si jamais Moutamba gardait sa position et que sans aucune sanction ne tombait sur lui? Il faudrait d'abord qu'il soit sanctionné au niveau du gouvernement, qu'il prenne même, peut-être, je peux dire, même une suspension temporaire pour indiscipline, insubordination. Sinon, ça nous fait honte. On a un gouvernement où la chef du gouvernement est insultée comme ça. Ces hommes-là ont chanté, soumis à Karaba la sorcière. Et lui n'a pas interdit ça. Alors, ce n'est pas un exemple à suivre qu'il aille seulement, qu'il obéisse à la procédure, parce qu'il est en dessous de la loi. Lui, il est qui? Il devient qui? Merci bien, M. Arichi Balanga. La Première ministre a suspendu la passion des marchés de gré à gré. Désormais, c'est suspendu. Il met donc des mesures conservatoires pour tout dossier devant passer par la passation des marchés de gré à gré. Le document circule déjà. Je pense que c'est justement en lien avec... oui, c'est à la suite de tout ça. Mais Samuel Koko, aussi rapidement, quelle est votre lecture de fait? Bon, en parlant de la lettre de suspension, il reste encore à redire, les débats restent ouverts sur la légalité de cette suspension au regard de ce qu'est dû la loi en la matière. Mais par rapport à la sortie médiatique du ministre de la Justice, je ne sais pas comprendre comment est-ce qu'il a pu tomber si bas. Quels sont les motifs importants qui ont pu justifier cette sortie? Parce que, à la base, il est le représentant de la politique judiciaire de notre pays. Lui, en tant que ministre de la Justice. Ça veut dire qu'il doit avoir une certaine hauteur. Entrer en affront de manière ouverte comme ça, avec le pouvoir judiciaire ou particulièrement avec le procureur général, cela dénote un peu d'un manque un peu de retenue et de réserve. Je ne sais pas qu'est-ce qui a vraiment motivé cela. Ça a été vraiment une sortie que moi je vais appeler ratée et très risquée. Pourquoi? Parce que là maintenant vous avez encore une fois de plus deux institutions qui sont en opposition. Ça veut dire le gouvernement, un ministère du gouvernement, et vous avez d'autre part le parquet. Et cette désacralisation des institutions que nous continuons à subir de jour en jour continue à jeter l'opprobre sur l'image de l'actuelle administration. Moi, je crois que le ministre de la Justice n'avait pas intérêt de faire cette sortie, médiatique. Pourquoi? Parce qu'il a aussi des arguments percutants et détails qu'il pourrait bien faire prévaloir devant non seulement la commission, et même s'il est convoqué en audition. J'ai entendu qu'il a dit... moi, je ne vais pas aller répondre devant le procureur général s'il veut que j'aille répondre, qu'il vienne me prendre à la maison. Non, ça, je ne conçois même pas, je n'imagine même pas comment est-ce qu'il a pu arriver à faire pareille déclaration. Lui qui a toujours été un jeune brillant et intelligent. Je vais plutôt l'inviter à s'apaiser. Il a des arguments détaillés et percutants. Quels sont ces arguments détaillés? Premièrement, l'autorisation qu'il a eue, c'est une autorisation qu'il a eue de manière légale et réglementaire. Il a eu l'autorisation de la Direction générale des marchés publics. Deuxièmement, il a eu à informer l'autorité approbatrice qui est la primature ou bien la première ministre sur pied de l'article 20 du manuel des procédures en cette matière. Alors, dans les 10 jours que disent la loi, dans les 10 jours, il faudrait que l'autorité approbatrice puisse émettre soit un refus, et lorsque l'autorité approbatrice n'agit pas de manière expresse dans les 10 jours, la loi est claire, c'est une autorisation tacite. Donc le ministre a libre cours de pouvoir poser les actes. Voilà pourquoi moi je dis qu'il a des arguments de taille qui peuvent faire prévaloir, qui sont de taille parce qu'il a quand même suivi la procédure telle que l'exigent les deux lois en la matière. Tout ce qu'il a à faire, c'est faire prévaloir ses droits. C'est vrai qu'il se sent peut-être victime d'un complot. Ça peut être vrai. Mais ce qu'il déclare ne cacherait pas un certain malaise dans son chef. Non seulement ça cache un malaise, mais c'est une indélicatesse. Les révélations qu'il fait, par exemple, de faire savoir à l'opinion publique que le procureur général aurait acquis une propriété à l'étranger, il doit d'abord justifier. Bon, moi, je ne sais pas comprendre comment est-ce qu'on va du coq à l'âne à ce niveau-là de responsabilité. Il s'agit ici, même s'il y a des reproches à faire à l'instructeur du dossier ou bien à l'initiateur du dossier qui est le procureur général,
Je crois qu'il y a une manière de pouvoir la faire de manière institutionnelle et dans un cadre plus fermé. Mais vouloir ramener leur conflit au niveau institutionnel, c'est désacraliser carrément les institutions nobles de notre pays. Maître Godefroid Ilunga, quelle est votre perception de cette question d'actualité? Cabale contre le ministre parce qu'il dérange un peu les voleurs, comme on dit, ou bien il y a quand même des indices de détournement? Mon attitude consiste plutôt à me réserver. Pourquoi? À me réserver parce que, vous savez, c'est un dossier judiciaire. L'instruction préparatoire est secrète. Je n'ai aucun élément du dossier. Bon, peut-être que mon frère Chimbalanga, peut-être qu'il a, dans son rôle de journaliste, pu accéder à certains éléments, mais il n'a pas, je ne pense pas qu'il puisse avoir tous les éléments. Donc ce serait beaucoup trop risqué que de mettre un point de vue sur une matière aussi sensible. Mais seulement je vais dire ceci, sur le plan des principes. C'est que s'il s'agit d'une cabale, celle-ci peut toujours aboutir. Pourquoi? Parce que, vous savez, légalement, le réquisitoire, il est prévu 2 réquisitoires que le procureur général peut adresser en vue de la poursuite d'un membre du gouvernement. Le premier réquisitoire, c'est aux fins d'instruction. Il donne l'autorisation, n'est-ce pas, pour commencer l'instruction, ou bien continuer l'instruction déjà commencée. C'est ce que la loi dit. Parce que l'instruction peut avoir commencé à l'égard d'autres personnes. J'ai appris il y a le secrétaire général qui aurait été invité par le procureur général. Donc, l'instruction, le réquisitoire aux fins d'instruction. Mais après, lorsque le procureur général estime que les faits sont tels que sont établis à ses yeux, de telle sorte qu'il puisse saisir la juridiction du jugement, il est prévu également, n'est-ce pas, qu'il puisse demander cette fois-là la mise en accusation, l'autorisation de poursuite et la mise en accusation du ministre. En ce moment, lorsque une telle procédure aura abouti par une résolution de l'Assemblée nationale, constitutionnellement, le ministre doit déposer sa démission. Donc, vous voyez, il cesse d'être ministre. Et en ce moment, il sera poursuivi tout bonnement. Donc, voilà un peu les principes. Donc, je pense que, comme il a dit, effectivement, j'ai appris que le ministre a fini par être entendu par une commission parlementaire, dans la commission ad hoc, laquelle avait aussi entendu le procureur général. Je crois que la procédure contre vents et marées est déjà déclenchée, elle est en cours. Donc, laissons le temps, n'est-ce pas, à la justice de faire son travail. La justice, c'est tout un pouvoir. Merci bien. Nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et la Constitution a prévu certains mécanismes, n'est-ce pas, d'équilibre entre ces 3 pouvoirs de l'État. Et donc, qu'on laisse à chacun de ces pouvoirs faire son travail sans entrave. Merci bien, Maître Godefroid Ilunga. Merci beaucoup, M. Henri Chimbalanga, également d'avoir pris part à cette émission. Merci également à Maître Samuel Nkonko pour votre disponibilité. Merci à l'équipe technique qui nous a permis donc de réaliser cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez donc à travers le monde entier. Votre soutien nous aide toujours à être là chaque matin pour pouvoir vous proposer ce magazine. À très bientôt. Au revoir.